En fait, en économie, on sait les investissements et le résultat, hein. Bon, selon l'investissement et le résultat, évidemment, le résultat peut être variable parce qu'il faut déjà amortir les investissements. Si j'achète des engrais, que je mets des engrais, etc., donc ça coûte et je commence déjà à noter des dépenses. Avant même d'avoir récolté, je commence à noter les dépenses. Bon. Et après, ben, quand j'ai le résultat, j'occulte complètement le fait des investissements et je dis, tiens, formidable, 100 quintaux hectares. C'est mon 100 quintaux hectares. Si je fais la déduction réelle, je vais me rendre compte que ces 100 quintaux hectares sont extrêmement réduits par l'investissement. C'est-à-dire que les machines qui ont tourné, la moissonneuse-batteuse, le tracteur, et on aboutit à cette équation 12 calories énergie grosso modo pour une calorie alimentaire. Donc ça n'est pas rentable, c'est tout. Il n'y a aucune rentabilité avec l'agriculture moderne. Si on ajoute à cela la détérioration du patrimoine, c'est-à-dire en fait comment dire, de ce bien commun nourricier qui est la terre, les eaux souterraines, la biodiversité, et puis évidemment l'élimination des paysans, bien sûr, en termes économiques, ça représente un poids. Si les paysans, plus ils seraient nombreux au travail pour produire pour tout le monde, ça serait mieux quand même que d'avoir des gens qui sont transformés en chômeurs pour avoir des structures immenses dans lesquelles il y a de bons hommes bien équipés qui suffisent au boulot. Je veux dire, ça s'inscrit dans une logique globale qui est une logique absurde, c'est-à-dire complètement erronée, mais qui s'exalte sur les résultats et qui oublie à quoi sont dus ces résultats. Donc on est dans un quiproquo. Alors c'est pour ça que l'agriculture écologique, ben, le paysan, d'ailleurs c'est l'université de Milan a fait ce qu'on appelle l'étude du flux énergétique. Ben, le paysan africain ou asiatique, enfin peu importe, qui travaille avec sa houe, après avoir mangé un repas, parce que c'est son énergie métabolique qu'il mobilise, il ne mobilise aucune autre énergie, on part vraiment au niveau le plus élémentaire. Il mobilise son énergie propre, il a sa houe, son lopin de terre, et il travaille son champ. Voilà. Comme on sait que le corps humain, enfin l'être humain est la machine la plus perfectionnée qui soit, on ne fera jamais une machine aussi perfectionnée que celle de l'être humain. Je peux manger un bol de riz et travailler 8 heures. On ne peut pas mettre un litre de gasoil dans un tracteur et lui demander de travailler. Donc l'être humain étant un système énergétique extrêmement perfectionné, en travaillant mon lopin de terre avec mon énergie métabolique et en produisant, ben, le produit, on s'est rendu compte que c'était la façon la plus performante qui soit. Parce que les charges sont pratiquement nulles, il n'y a que mon travail. Je travaille pour quelque chose qui est indispensable, c'est que je ne suis pas en train de faire un travail. Évidemment, si je fais le travail pour l'exportation, ce n'est pas la même chose. Mais je travaille pour ma nourriture. Donc je me nourris. Et à partir de là, ben, je me rends compte que dans le processus, eh bien, je suis le plus économe possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers l'attraction animale ou vers des éléments, c'est-à-dire mobiliser des énergies autres que l'énergie métabolique humaine, mais en termes d'équation et de rentabilité, le travail humain est le plus rentable qui soit. Et par ailleurs, ben, quand on prend le continent africain, et c'est pour ça que c'est absurde, voilà un continent qui est riche de tout. Il y a de tout, il y a vraiment tout. Dire que le continent africain est pauvre, c'est vraiment une stupidité, ça ne tient pas debout, c'est extrêmement riche. Et il a une richesse qui est considérable, c'est celle d'une jeunesse, c'est-à-dire d'un peuple jeune, d'un peuple qui est jeune, qui représente une énergie métabolique considérable. Et cette énergie métabolique, si elle était vraiment mobilisée à produire, eh ben, il n'y a aucun problème, il y aurait une rentabilité maximale. Seulement, tous ces gens-là, on les a intégrés dans un système mondial de la mondialisation, cette mondialisation qui aboutit à dire, bon, vous produisez pour l'exportation. Alors ils produisent, les pauvres, ils s'éreintent à produire pour l'exportation du coton, des arachides, du cacao, du café, etc., etc. Le tout est importé. La valeur ajoutée ne leur revient pas. La valeur ajoutée, elle est faite par
quand le coton du Burkina est acheté par les Hollandais, qu'ils transforment en tissu et qu'ils renvoient au Burkina pour que le Burkinabé qui a produit le coton rachète son propre coton transformé, ben la valeur ajoutée, elle n'est pas réalisée par les gens du cru. Et quand par ailleurs, vous avez des nations qui estiment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui estiment qu'ils ont un territoire national et que ce territoire national doit être défendu, eh bien, la ressource produite par les exportations de produits, eh bien, vont permettre d'acheter des armements, par exemple. On achète des armes, on achète des machines, on achète toutes sortes de choses qui ne sont pas produites dans le pays. Et donc, il y a un appauvrissement encore plus grave. Ensuite, on dit que le paysan n'arrive plus à s'autosuffire. Pourquoi? Parce qu'il est dans une équation qui est infernale. Si tu prends du cacao, si tu prends du cacao le matin, tu prends la boîte, tu regardes le prix du cacao, tu divises par 100, et c'est la centième partie qui revient au producteur. Alors après, on s'étonne qu'ils ne tiennent pas le coup. Ils ne tiennent pas le coup, ils s'en vont. Ou ils poussent leurs enfants à partir. Les villes grossissent. Les villes grossissent de gens désœuvrés. C'est-à-dire des gens désœuvrés, et ça devient une espèce de cloaque dans lequel toutes les tares humaines sont concentrées, et ça devient libre. Donc c'est pour ça que tout cela ne peut pas s'analyser en termes simplement quelle substitution, mais quel contexte global et général, sans compter les effets sur la nature. Un paysan sénégalais, on lui demande de produire des arachides, et on lui demande de produire de plus en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe ses arbres, il déboise, il agrandit les parcelles, donc il désertifie son propre milieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le bassin arachidier du Sénégal a été désertifié, on peut dire, par les arachides. Et vous avez, par exemple, pas longtemps, on a vu le scénario, vous avez le paysan thaïlandais, on lui demande il produit du riz, il peut faire 2 récoltes parce que le climat lui permet, eh bien, il va inonder le monde de riz, mais lui, il lui faut au moins ces 2 récoltes pour arriver à s'en sortir. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déboiser, il va agrandir les parcelles. Et aujourd'hui, la Thaïlande est déficitaire en bois. Ce qui fait qu'on est en train de déboiser le Cameroun pour pouvoir donner aux Thaïlandais le bois qu'ils avaient, mais qu'ils ont enlevé. Et ça, c'est le ravage de la planète. Et ça, c'est la croissance économique que je combats, mais de toutes mes forces, pour proposer la décroissance soutenable. Et tant qu'on est dans ce scénario du pillage généralisé où tout doit être transformé en argent, évidemment, on est dans l'absurdité et dans un raisonnement qui est totalement inintelligent. Je rencontre beaucoup de gens qui disent effectivement, avec l'agriculture bio, on ne nourrira pas le monde. Mais on ne le nourrit pas. On a déjà fait, on a proposé une autre agriculture. Et on ne voit, tout ce que l'on voit aujourd'hui, le processus, c'est qu'il y a de plus en plus de famine, en dépit de soi-disant des capacités de l'agriculture moderne à nourrir le monde. Non, elle suralimente et très mal une portion de l'humanité, et elle affame une grande autre portion de l'humanité. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui sont migrantes. La migration, soit à cause de la violence, soit à cause de la misère. Et je pense, alors d'un côté, on a tous ces mouvements migratoires de la misère. D'ailleurs, il y a une dissymétrie entre le nord et le sud. C'est-à-dire ceux qui voyagent du nord vers le sud, en général, c'est pour se distraire, c'est pour etc. Et puis ceux qui voyagent du sud vers le nord, c'est en général parce qu'ils ont besoin de survivre. Donc il y a une asymétrie, et cette asymétrie est significative, si tu veux, du désordre et du dysfonctionnement général. Alors d'un côté, il y a des populations qui se barricadent, en disant bon, on ne veut pas entendre parler de tous ces gens qui nous assaillent, donc mettons-nous dans notre forteresse et puis verrouillons toutes les entrées et puis soyons tranquilles. Mais ça n'empêchera pas l'immigration. L'Europe elle-même, verrouillée sur elle-même, va générer en elle-même un tiers-monde.
C'est-à-dire qu'il y a un tiers-monde européen qui est en train de se constituer et on n'empêchera pas la migration de la misère. Elle est de fait déjà du Polonais qui n'arrive pas, qui va travailler en Espagne, qui gagne bien plus d'argent que de rester chez lui. Donc toutes ces... Eh bien, aujourd'hui, il devrait y avoir un programme international de stabilisation des populations là où elles sont. Si on l'avait fait depuis longtemps, on ne serait pas aujourd'hui en train de gérer d'une façon irrationnelle une problématique de l'immigration. Et pour cela, on dit il n'y a pas de moyens. Non, si, les moyens existent. Il suffit de transférer 4 à 5% de ce qui est consacré aux armements justement à ces problèmes humains, ces problèmes de sauvegarde de la nature, etc. C'est-à-dire que le changement ne se fera pas, puisque tu me posais une question du changement, le changement ne se fera pas sans une autre vision du monde. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a organisé le monde parce que la peur, la trouille des uns et des autres a généré, disons, un système duel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système duel. Quelque chose contre quelque chose, religion contre religion, idéologie contre idéologie, nation contre nation, blocs internationaux contre blocs internationaux, etc. Donc on est dans un système duel et il faut sortir de ce système duel et le résoudre à la racine, c'est-à-dire dans l'éducation elle-même des enfants. C'est-à-dire que si on éduquait les enfants à dire l'autre n'est pas mon concurrent mais mon complément, il sait faire quelque chose que je ne sais pas faire, je sais faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. À deux, en rassemblant nos deux compétences, on fait une seule entité positive. Eh bien déjà, si on commençait par une éducation différente, les choses changeraient. Sinon, on génère de l'angoisse. L'angoisse où l'enfant arrive au monde, et dès qu'il commence à s'ouvrir au monde, on lui propose un monde qui est duel, qui est dans lequel, si tu n'en baves pas, tu t'en sortiras pas. Et si tu ne gagnes pas, tu es perdant. Bon. Déjà, ce schéma-là est terrible et horrible, et il faut l'annuler à l'intérieur même de l'humain. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement de société sans changement de l'humain, c'est-à-dire de la vision qu'on a, de l'attitude intérieure qu'on a, et de la reconstitution du lien social, c'est-à-dire faire que je ne perçoive plus les autres comme mes antagonistes, mais je perçois les autres comme des éléments complémentaires. Et ce qui implique aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de changement sans changement humain. Je n'y crois absolument pas. Je ne crois absolument pas à un changement sans changement humain. Je me déclare je me déclare totalement opposé aux OGM en tant que proposition, soit hypocrite selon laquelle c'est avec ça qu'on va nourrir les pays du tiers-monde. Donc c'est ce qu'on fait rentrer dans la caboche des gens et dans l'opinion, c'est-à-dire avec force arguments scientifiques ou discoureurs, des États qui souscrivent, enfin, etc. Donc c'est une imposture totale. Une imposture totale. Aujourd'hui nous ferions mieux de nous préoccuper de sauvegarder la biodiversité qui représente un patrimoine collectif de l'humanité qui date de millénaires. Depuis l'avènement d'il y a 12 000 ans de l'agriculture, on n'a pas cessé d'augmenter le potentiel alimentaire de l'humanité par échange, par amélioration d'espèces, on a fait de la manipulation, mais pas génétique, on a fait de la manipulation par croisement, etc. Et on a amélioré considérablement le potentiel alimentaire, c'est-à-dire la garantie absolue que l'humanité peut avoir des ressources accumulées durant des siècles et des millénaires. Ces ressources ont été adaptées à leur milieu, certaines ne l'étaient pas, mais on les a adaptées, on a donc fait un énorme travail. Et aujourd'hui, on vient avec les OGM disant c'est ça qui va sauver non. Disons qu'il faut d'abord faire le constat que nous avons une idéologie qui est une erreur. C'est une erreur. Et qu'une erreur, ça ne s'aménage pas. On en change. Donc il y a une radicalité à avoir par rapport à l'idéologie. Cette idéologie qui a fondé la civilisation sur technoscientifique, c'est-à-dire sur la combustion. D'abord la combustion, tel point que s'il n'y a plus de pétrole, ça s'effondre. Et que s'il n'y a pas d'énergie, ça peut parfaitement arriver. Donc là, on est vraiment parti sur quelque chose qui est une erreur et qui nécessite non pas d'être aménagé seulement. Bien sûr, on peut garder des éléments positifs
du système, de l'expérience qu'on a eue de cette erreur, mais s'obstiner dans cette erreur, c'est se condamner à mort, c'est-à-dire continuer à promouvoir continuer à agiter la croissance économique indéfinie, qui a recours évidemment à un prélèvement de plus en plus accéléré, exponentiel des ressources, où on prélève les ressources de la planète à un rythme tel que la planète ne peut pas reproduire ses ressources. Donc il faut déjà, à mon avis, être conscient que nous sommes dans un système limité, sur une planète limitée, et qu'on ne peut pas lui appliquer une idéologie de l'illimité. Voilà. Et ça, c'est le premier maillon. Si on n'a pas compris ça, on va faire du rafistolage. C'est-à-dire qu'on va parler de développement durable, par exemple. Ça peut être un premier maillon pour aller vers autre chose, mais enfin, moi, j'ai peur que le développement durable, ça devienne quelque chose, un os qu'on va nous donner à ronger, et sans mettre en cause cette situation de pompier pyromane dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à dire la croissance, donc on ne renonce pas à la croissance, et on rafistole ce que produit la croissance. C'est ça. J'ai peur que le développement durable, ça soit du rafistolage d'un système auquel on ne veut pas renoncer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au plan international, on peut dire que c'est parce qu'on n'a pas construit le monde avec humanisme que nous avons besoin d'humanitaire. L'humanitaire n'est que le correctif en quelque sorte de ce qui a manqué en termes d'humanisme. Le seul humanitaire qui serait tolérable, c'est celui qui intervient parce qu'il y a un cataclysme, ou il y a, je ne sais pas quoi, une épidémie, ou un machin comme ça, mais l'humanitaire qui vient au secours des populations pour les nourrir, etc., ça veut dire que ça nous installe dans un système pompier-pyromane. Le système dégrade, et puis il y a des secouristes. Il y a le secourisme. Si on prend même ne serait-ce que la société française, elle est condamnée à la misère si on continue sur ce processus-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, imaginez que l'État ne puisse plus rien payer, d'autres ne puissent plus s'impliquer du tout dans les questions sociales, de secourisme social, plus de RMI, plus de ceci, plus ça. Que Emmaüs ferme ses portes, que les Restos du Cœur en fassent autant, que tous les intervenants les sociaux, réinsertion, etc., plus rien. Quid des retraites, etc. Toutes ces problématiques sont des problématiques réalistes et réelles. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités que l'on peut objectivement observer. Et bien imaginez que tout ça soit disparu et on aurait l'ampleur du désastre. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas dans une société vivante, nous sommes dans une société perfusionnée, dans une société qui est sous acharnement thérapeutique, mais on n'a pas de projet véritablement solide sur l'avenir. Donc une fois qu'on a vu tout cela, on se dit, bon ben, il faut passer du modèle à l'alternative au modèle. Et l'alternative au modèle, eh bien, elle intègre le fait qu'il faut inclure une autre politique du territoire, qu'il faut considérer, par exemple, tout ce qui est du bien commun soit préservé, ne soit pas subi aux lois de la dégradation et de la dissipation. Ben, c'est ce que j'entends par bien commun, ben, ce sont les sols, ce sont les eaux, ce sont la biodiversité, tout ce qui est vital, c'est-à-dire tout ce qui est indispensable à la vie doit être traité selon des règles et des lois particulières. Ça doit être mis à part, c'est le patrimoine de l'humanité qui est déontologiquement, moralement, éthiquement, doit être transmis, ne doit pas être détérioré. Et une génération n'a pas le droit d'affamer les générations suivantes par son excès. Bon. Donc ça implique la mise en place des biens communs et préserver les biens communs de la dégradation et de la dissipation. Ça implique évidemment un aménagement du territoire différent, et notamment toute la question foncière. Aujourd'hui, quand je vois bétonner tout à tort et à travers partout des terres qui sont nourricières, qui sont indispensables à la vie, qu'on les bétonne, qu'on les bitume, etc., c'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Ça veut dire qu'il faut aussi, au point de vue énergétique, voir les choses effectivement sur comment limiter les dépenses énergétiques.
Et la dépense énergétique, ben, effectivement, relocaliser l'économie est un maillon, est une avancée extrêmement importante dans l'économie d'énergie. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que c'est par exemple les transports qui sont omniprésents et qui sont les éléments, le transport est en quelque sorte devenu le passage obligé, ou disons l'élément obligé de la survie des collectivités, là où elles sont. On arrête le transport et tout s'arrête. C'est ainsi que on va dans un supermarché ou n'importe où acheter un produit, une denrée qui aura fait des milliers de kilomètres alors qu'il peut être produit localement. Donc ça veut dire relocaliser l'économie, ça veut dire, je verrai ça, la nourriture elle est assurée par des petites structures agricoles à taille humaine, selon un cahier des charges qui fait obligation aux producteurs de ne pas détériorer le patrimoine collectif, donc le bien commun, donc ça veut dire l'agriculture écologique. L'agriculture écologique qui va en fait éviter les engrais chimiques, les pesticides, donc il y aurait des tas d'usines qui s'arrêteraient, bien sûr. Alors on va sonner, on dire oui, mais ça crée du chômage, etc. Non, il y a moyen de transformer les choses sur le, en quelque sorte, redonner, du travail, mais sous une forme beaucoup plus constructive. Ça veut dire qu'il faut éduquer les enfants, pas seulement sur la dimension intellectuelle, bien sûr, mais aussi manuelle. C'est-à-dire leur donner la capacité d'être habiles de leurs mains. Parce que ce sont des, comment dire, des potentialités qui sont gâchées. Un enfant peut être habile, mais si on ne lui apprend pas à se servir de cette habileté, c'est du gâchis. Hein. Donc il faut lui apprendre. Il faut aussi que les enfants soient connectés à la nature, parce que la nature est l'élément fondamental que tout être humain doit être dans ce rapport à la vie et à la nature. Ce qu'a occulté notre civilisation hors sol, c'est qu'on a appliqué le hors sol à l'humain en mettant des grandes villes dans lesquelles on a concentré les gens et ils sont dans un monde minéral, artificiel, etc. Donc ils sont déconnectés de la nature. Il faut que l'enfant soit reconnecté à la nature. Et puis avec cette relocalisation de l'économie, aboutir à multiplier les activités humaines qui peuvent être réalisées directement. J'aimerais bien voir des milliers de cordonniers, de tailleurs, pourquoi ne pas reprendre, on n'invente rien, mais reprendre toutes ces activités économiques humaines. Je préfère avoir des milliers de cordonniers que d'avoir une usine à fabriquer des millions de chaussures qui va délocaliser parce que le jour où elle ne fera pas ses affaires, etc. Donc il y a une confiscation en quelque sorte par le système, disons macro, le système totalitaire, confisque à l'humanité une grande partie de son autonomie par ses capacités propres. Et il faut le restituer. Voilà, il faut le restituer. Donc, et on verra à ce moment-là la facture pétrolière baisser parce qu'on se suffit à soi-même là où on est. Et le pétrole deviendrait une denrée rare qu'on n'utiliserait que comme une denrée rare et non pas comme une denrée comme ça qu'on gaspille à coup de n'importe quoi, de rallye, de machin, de trucs, ce qui est complètement désolant. Donc, et à ce moment-là, on remodèle l'économie sur la base des potentialités humaines et développer toutes les potentialités humaines le plus largement possible de façon à créer des autonomies. Et à partir de ces autonomies, ça ne veut pas dire enfermement. Ça veut dire on met en valeur les ressources dont on dispose localement, on tire parti de toutes les ressources dont on dispose, sans, évidemment, dans le respect et sans nuisance, et puis ça permet finalement à chaque communauté humaine d'être autonome, mais interconnecté, relié, et ne devrait circuler, en fait, sur les routes. D'ailleurs, on voit, il y a une anecdote que je cite, du camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer l'Espagne, un autre quitte l'Espagne pour livrer la Hollande, et il se percute sur une nationale française. Bon, donc, vous savez, les tomates hollandais, espagnols, et c'est la caricature même de l'absurdité dans laquelle nous sommes. Donc, et à partir de là, on verra qu'on a travaillé sur comment réduire les dépenses énergétiques. Et en réduisant les dépenses énergétiques, eh bien, on soulage la terre eh bien, en prenant le bois local, on ne va pas prendre le bois tropical, donc on ne va pas détruire. Et chaque peuple
tirant parti intelligemment, et la technique aujourd'hui pourrait nous permettre d'optimiser les choses, hein, parce qu'on a quand même acquis des savoirs qui pourraient nous permettre d'optimiser les choses, je pense qu'il y a une nouvelle donne à remettre en place avec justement ces nouveaux savoirs, une nouvelle conscience, et puis ce ménagement en quelque sorte d'une réalité vivante qui est notre planète. D'accord.